On raconte que lors de la Seconde Guerre mondiale, un groupe de soldats qui était perdu dans les Alpes, au milieu d'une tempête de neige, a réussi à survivre en trouvant son chemin grâce à une carte qui était en lambeaux. Et lorsqu'ils ont retrouvé leur camp de base, les soldats se sont aperçus que la carte en question n'était en rien une carte des Alpes, mais plutôt une carte des Pyrénées. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir une fausse carte que de ne rien avoir du tout? Autrement dit, est-ce qu'une fausse vérité vaut mieux que rien du tout? On vit dans un monde où euh, finalement les informations, les connaissances que nous avons sont de plus en plus remises en question. On vit dans un monde de plus en plus incertain où nos modèles deviennent obsolètes et ce de plus en plus vite. Et en même temps, où les faits objectifs ont de moins en moins d'influence par rapport à l'opinion, par rapport à l'émotion. Alors, si on ajoute à cela la caisse de résonance numérique, les bulles algorithmiques et la recherche coûte que coûte, nos repères sont radicalement chamboulés. Il est temps à présent de recevoir notre dernière intervenante. Alors, elle s'intéresse à la construction du sens dans des situations, je dirais, inconnues, de doute radical. Elle est maître de conférence au département management de l'innovation et d'entrepreneuriat de Polytechnique. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion et consultante en management. Et sa spécialité, c'est le sense making. Le sense making. On va y revenir. Alors, Véronique Steyer, tu es parmi nous. Je vais essayer de te... Voilà. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que le sense making? Alors Michel, pour te répondre, j'aimerais bien commencer en fait par une question, si tu veux bien. À ton avis, quand tu es dans une centrale nucléaire, est-ce que la salle de commande a intérêt à être ouverte aux collaborateurs, ou alors fermée, c'est-à-dire réservée finalement à l'équipe qui pilote la centrale nucléaire? Bon, je connais la réponse, mais parce qu'on en a parlé. Mais je ne sais pas si le club veut réagir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut la laisser ouverte ou est-ce qu'il faut la laisser plutôt fermée? Tu pourrais répondre dans le chat, ça m'aidera. Prends quelques secondes pour avoir quelques réponses. Ouverte, fermée, ouverte. On a 3 réponses pour le moment. Fermée. C'est très partagé, hein. Ouverte, Oui, oui. ouverte. Ah, un petit avantage pour ouverte. Ouverte, mais aux experts Mais aux uniquement. experts Ouverte. uniquement. Ah, ouais, intéressant. Différenciée. Différenciés. Ah oui, une différenciation encore aux experts. Ouverte, mais pas trop grande. Fermée. Eh bien en fait, Fermée en majuscule. alors on pourrait imaginer pour des raisons de sécurité qu'il vaut mieux qu'elle soit fermée. Mais en fait, vous avez un certain nombre de travaux qui ont montré que dans une salle de commande d'une centrale nucléaire, il vaut mieux qu'elle soit ouverte. Alors bien sûr, pas à n'importe qui, mais au personnel de la centrale et pas uniquement aux experts, aussi aux rondiers, aux chimistes, aux automaticiens, à tout un tas de personnes en fait qui vont pouvoir venir discuter et remonter tout un certain nombre d'informations, d'anomalies, de petits écarts qu'ils ont repérés sur le terrain. Et en fait, par l'échange, par la discussion, c'est la pluralité des points de vue, c'est la pluralité des idées qui va être permise et c'est la première étape du sense-making. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de réussir à extraire les indices pertinents du flot d'informations, d'actions dans lequel on est plongé. Et je dis bien indices et non pas information, parce que c'est une opération qui est active. On choisit quelque part de faire attention à un indice plutôt qu'à un autre. Plus vous avez une équipe variée, plus vous avez plus vous savez faire de choses, plus à ce moment-là, il sera facile de donner du sens, d'identifier les bons indices et de les comprendre. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, la maltraitance des enfants, finalement, a été reconnue comme un problème public et pris en charge médicalement assez tardivement, uniquement dans les années 60. Pourquoi? Parce que ça fait suite à une expérience où, dans le Colorado, vous avez une équipe de pédiatres, de radiologues, qui, à un moment donné, ont décidé d'intégrer une équipe de travailleurs sociaux. Et à partir du moment où ils ont pu s'appuyer sur les compétences, sur également les capacités d'action, l'expertise et les capacités d'action des travailleurs sociaux, eh bien,
les médecins ont pu se permettre de voir la maltraitance des enfants. Ce n'est pas qu'ils ne voyaient pas les signes, c'est que pour eux, ces signes n'avaient juste pas de sens. Et finalement, les indices qu'on repère, donc on les repère parmi un flot important, sont signes de quelque chose, mais ils ne prennent sens que quand on arrive à les relier entre eux. Vous savez, c'est un petit peu comme des jeux que vous faites quand vous êtes enfant avec des numéros, avec des points numérotés, vous essayez de les relier pour essayer de faire apparaître une figure. Bien, sauf que dans la vie réelle, il n'y a pas de numéro et c'est à vous d'identifier quel est le bon point à relier et à quel moment. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à identifier de quoi les indices sont-ils le signe, de quelle histoire, de quelle chose. Et sans une première idée de cette chose sous-jacente, eh bien, c'est extrêmement difficile de donner du sens à des indices. Par exemple, en 2003, je pense que vous vous souvenez de la canicule, de l'épisode de la canicule. À ce moment-là, les indices proliféraient. Vous aviez des températures très hautes, des urgences qui étaient saturées, et puis également un taux de décès qui augmentait dramatiquement. Et pourtant, les pouvoirs publics sont restés presque inertes pendant plus d'une semaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le ministre de la Santé a même été déclaré à la télévision que non, il ne se passait rien, tout allait bien, on est au milieu des vacances, profitons de nos vacances. Eh bien, en fait, ce n'est pas que les indices n'étaient pas vus en local par les acteurs. Eux, ils le voyaient avec beaucoup d'intensité, mais pris un à un, et les acteurs locaux ne voient que les indices un à un, eh bien, c'était difficile de leur donner du sens. Pourquoi ? Par exemple, les urgences hospitalières sont malheureusement saturées de manière chronique. Et en fait, ce qui manquait, et notamment au niveau central, c'était l'idée que finalement, dans un pays développé, doté d'un système de santé moderne, dans un pays tempéré, eh bien, une canicule puisse avoir des conséquences sanitaires massives. Donc, même si on repère des indices, ils peuvent être aussi, soit on n'arrive pas à leur donner du sens, soit ils peuvent être aussi mal interprétés. Dans un autre service médical, désolée, j'enchaîne un peu les exemples sur les services médicaux, mais dans un service de chirurgie néonatale, cette fois-ci, Un peu d'actualité, hein. Oui, c'est malheureusement d'actualité. Les responsables du service ont réussi à justifier pendant plus d'une dizaine d'années des résultats catastrophiques avec un taux de décès bien supérieur aux autres centres de chirurgie néonatale du pays. Pourquoi ? En fait, ils expliquaient que s'ils avaient des mauvais résultats, c'est parce que malheureusement, la faute n'a pas de chance, ils avaient eu des cas plus compliqués qu'ailleurs. Et comme ils étaient une petite équipe, eh bien, leur moyenne n'était pas significative statistiquement. Alors, cette explication, elle peut paraître cohérente, acceptable sur le très court terme. Mais quand les années s'enchaînent et que le phénomène se répète, la loi des petits nombres ne marche plus. Donc, elle devient complètement inacceptable. Mais les responsables de cet hôpital n'étaient pas des monstres, mais en fait, ils avaient réussi à expliquer les indices qui les embêtaient, donc ce taux de mortalité excessif, avec une explication qui avait l'air a priori à peu près cohérente, et du coup, ils avaient écarté tous les indices de dysfonctionnement de leur service qui auraient pu apparaître par ailleurs. Donc, même si les indices, vous les voyez, vous pouvez avoir du mal à les interpréter, vous pouvez les ignorer. Ce que Carl Weick, c'est un petit peu le chercheur emblématique du courant du sense-making, de la construction de sens, de la fabrication du sens. Ce que Carl Weick a résumé en retournant une maxime célèbre, pour lui, finalement, believing is seeing, c'est-à-dire croire, c'est voir. Si vous n'avez pas une idée d'un cadre préalable, eh bien, ça devient très compliqué de voir les indices et ensuite de les relier à une histoire, donc de les interpréter. Et donc ces cadres, comment est-ce que tu les définirais ? Ces cadres, en fait, ce sont des réservoirs de sens. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être des idéologies, des systèmes de croyances, des systèmes de pensée, des traditions, mais aussi tout simplement toutes les histoires qui vont circuler dans l'organisation, des cas exemplaires, des légendes, des anecdotes, des blagues, tout ce qui nous permet finalement d'avoir une idée préconçue de ce qui peut être en train de se passer. C'est aussi souvent les identités sociales, c'est-à-dire finalement, selon qui je suis, selon finalement ce que je sais bien faire, ma définition de ce qui est là devant moi va changer. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation d'Abraham Maslow qui dit finalement que ce n'est pas difficile d'imaginer, c'est tentant d'imaginer, si le seul outil dont on dispose est un marteau, de tout considérer comme un clou. Et c'est un petit peu cette idée-là.
Donc, en simplifiant, en fait, quand on regarde la construction de sens, on peut avoir, je simplifie peut-être excessivement, mais c'est pour vous donner une première idée, on peut distinguer 3 cas. Le premier cas, on a des indices, on les a repérés, mais ils s'intègrent parfaitement dans un cadre. Donc, la fabrication du sens, la construction du sens se déroule de manière fluide, routinière, évidente en fait. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un gros risque d'erreur. On peut penser ici à un épisode dramatique qui a eu lieu pendant une opération des Nations Unies dans le nord de l'Irak au milieu des années 90, où 2 avions de chasse de l'armée américaine ont confondu, malheureusement, 2 hélicoptères de transport de l'armée américaine avec 26 personnes à bord, avec 2 hélicoptères de combat irakiens. Et en fait, les 2 avions de chasse, eux, étaient missionnés. Leur mission, c'était le maintien de la paix, le maintien de l'ordre, la sécurisation de la zone. Ils n'avaient pas eu dans leur briefing d'informations comme quoi il pouvait y avoir des hélicoptères amis dans la zone ce jour-là. Et en fait, ils ont reconnu les 2 hélicoptères comme des hélicoptères ennemis parce qu'ils s'attendaient à voir des hélicoptères ennemis. Ils s'attendaient à ne voir que des ennemis en fait dans cette zone. Et ces 2 hélicoptères, ils les ont reconnus comme des hélicoptères donc de combat irakiens à partir de quelques détails qui étaient communs sur les deux appareils. Par ailleurs, assez différents. Mais une fois qu'ils ont reconnu ces hélicoptères comme des hélicoptères de combat, finalement, ils ont fait ce qu'on attend de pilotes de chasse. C'est-à-dire qu'ils ont agi avec précision, détermination et surtout rapidité. Ils ont effectué parfaitement leur manœuvre. Malheureusement, ça a débouché sur une catastrophe. Ça, c'est le premier cas. On a des indices, on a un cadre qui fonctionne et ça s'intègre parfaitement, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de construire la bonne histoire. Le deuxième cas, finalement, on trouve des indices, mais aucun cadre disponible, aucun réservoir de sens ne nous permet de lui donner sens. Un exemple très classique est celui d'un groupe de pompiers dans le fin fond du Montana en 1949. Un groupe de pompiers qui était parti pour lutter contre un feu qui avait l'air complètement normal, banal. Et en fait, 3 d'entre eux seulement sont revenus sur une équipe de 17-18 personnes. Que s'est-il passé? Eh bien, en fait, les pompiers n'ont pas réussi à comprendre la menace qui les guettait. Ils sont partis avec en tête l'idée que c'était un feu complètement normal et ils n'ont pas vu que les conditions locales étaient quand même très particulières. Et en fait, sous ces conditions locale très particulière, vous avez un phénomène assez rare, très violent, très inattendu qui s'est mis en place avec des boules de feu et qui a pris par surprise ces pompiers. Et les pompiers n'ont pas réussi à comprendre ce qui se passait. Quelle était l'histoire? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Plus le moindre indice. Alors, vous aviez quand même le chef qui, lui, était plus expérimenté, qui leur a donné une solution, qui leur a proposé une solution, mais elle était très surprenante dans les années 50, c'est-à-dire allumer un contre-feu et se placer à l'intérieur du contre-feu. Il faut imaginer le bruit, la chaleur, la menace aussi. Les pompiers n'ont absolument pas compris ce que leur chef était en train de leur proposer. Ils ont fait ce qu'on fait dans ces cas-là. Ils ont fui, ont été rattrapés par les flammes et sont décédés. Le troisième cas, c'est un cas où on arrive finalement, ou que ce soit l'individu ou l'organisation, à modifier le cadre qu'on utilise pour donner sens, pour réussir à incorporer un indice qui serait un peu inattendu, qui serait un peu nouveau, un peu surprenant, ou alors on arrive à construire un cadre complètement nouveau pour donner sens aux indices qu'on a repérés. Pour Weick, ce bricolage de cadre relève moins d'une réflexion qui est rationnelle, qui est posée, qui est guidée par un principe d'exhaustivité, un principe de précision qui serait sanctionné par un jugement de vérité, c'est-à-dire c'est vrai, et plus d'un bricolage dans l'action, guidé par un principe de plausibilité et surtout sanctionné par une épreuve pragmatique. Ça marche, ou alors ça ne marche pas. Ça veut dire que dans une situation incertaine, voire totalement inconnue, particulièrement dans le cas 3, le plus important, c'est d'agir, c'est l'action. Oui, le plus important pour Karl Weick, c'est vraiment l'action. Alors pourquoi? Si on reprend finalement l'exemple des soldats perdus dans les Alpes, l'avantage de l'action, c'est qu'en se mettant en mouvement, on se donne la possibilité d'aller repérer d'autres indices. Et l'exemple en l'occurrence que je donnais au tout début de ma... Oui, c'est ça. Ces soldats qui étaient perdus pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Alpes et qui s'en sont sortis en utilisant une carte des Pyrénées. Finalement, ce qui est important là, c'est le fait qu'en prenant confiance avec la carte, ils se sont mis en mouvement. Et donc, ils ne sont pas restés dans la paralysie, ils ont pu commencer à agir et ils ont pu finalement aller trouver d'autres indices qui leur ont permis de retrouver la civilisation.
Pour Karl Weick, la deuxième chose qui est très importante et pourquoi l'action est tellement centrale, c'est que le monde change, il évolue tout le temps et il ne nous attend pas. Donc, si on attend d'avoir un plan magnifique, parfait, exhaustif, qui prend en compte tout ce qui peut se passer, eh bien finalement, on va arriver, notre compréhension sera dépassée, elle sera obsolète, on sera passé à côté et finalement, notre plan parfait ne nous permettra pas non plus d'agir. Et puis, il y a un dernier élément, et c'est un élément très important dans la pensée du sense-making, c'est le fait que le monde, d'une certaine façon, ne nous est pas extérieur. C'est-à-dire qu'on contribue à le modeler, en partie, pas totalement, par les actions que nous posons. Un exemple assez dramatique est celui du développement des armes atomiques au niveau mondial. Finalement, pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques qui ont développé ces armes atomiques ont décidé de se concentrer pour évaluer la puissance de destruction de ces armes sur le souffle, sur leur capacité de souffle. Et ils ont négligé leur capacité de destruction par incendie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on avait posé cette interprétation-là, à partir du moment où notre action nous avait amené à privilégier une facette du problème au détriment d'une autre, eh bien, ça a orienté ce qu'on a fait par la suite. Donc, les Américains ont commencé à stocker énormément de bombes, puisque la capacité des armes atomiques avait été grandement sous-estimée, et les Soviétiques en face ont fait la même chose, et d'autres pays du monde ont fait la même chose, et on a vu comme ça apparaître un monde de prolifération nucléaire. On imagine tout ce que cela aurait pu donner. Heureusement, ce n'est pas arrivé, pas encore. Mais tout ça montre que la manière dont on va penser à un problème et dont on va sélectionner certaines facettes du problème et se concentrer sur celles-ci au détriment d'autres va orienter notre action et va orienter quelque part le monde que nous sommes en train de construire. Et cet effet est d'autant plus important, d'autant plus prégnant que l'action que nous posons va être engageante, va être irréversible. On a du mal à revenir en arrière. Un exemple assez trivial, c'est un arbitre, par exemple de football, qui siffle une faute pendant une partie. À partir du moment où l'arbitre a sifflé, quel que soit finalement ce que les joueurs ont fait, la faute existe et elle va orienter la suite du match. Donc, pour la théorie du sense-making, finalement, ce qui est important, c'est que ce monde qu'on met en acte, il a valeur d'évidence pour nous. On ne se rend pas compte qu'on évolue dans un monde que nos actions contribuent à construire. Le problème, c'est que d'autres personnes agissent aussi, et puis il y a certains phénomènes qui nous échappent. Et donc, le monde qu'on met en acte, qu'on promulgue, celui qui est basé sur notre interprétation, eh bien, il peut rentrer en décalage avec le monde réel, entre guillemets, avec le monde que les autres aussi participent à construire. Donc, il y a toujours un risque de décalage, et l'action permet de tester le fait que, d'une certaine façon, notre interprétation de ce qui est en train de se passer n'est pas en décalage complet. Donc l'action sanctionne parce qu'elle nous donne des informations supplémentaires sur ce qui est en train de se passer et est-ce que finalement notre interprétation marche ou ne marche pas. C'est l'épreuve pragmatique dont on parle Weick.